Adrien Gomez à la technique, Jean-Paul Pascal au micro, c'est la voix au chapitre. On renvoie au chapitre aujourd'hui Louise Caron pour Hôtel Eden, la dernière nuit de Rosa Luxembourg. Bonjour Louise. Bonjour Jean-Paul. Et maintenant je me tourne vers Louise Caron qui est de retour dans la voix au chapitre avec Hôtel Eden, la dernière nuit de Rosa Luxembourg, paru chez notre ami Gérard Roger, chez donc Complice Édition. Exactement. Ça s'est fait comment la rencontre entre vous deux? Parce que finalement vous êtes deux habitués de cette émission mais jamais ensemble. Oui, on se croisait à distance. En fait, nous avons d'abord publié le livre de son mari, Michel, et nous sommes connus à cette occasion-là, à la sortie du livre de Michel. On a partagé, on a parlé, on a parlé beaucoup de ce livre dans les grottes de Trabuc. On avait fait un salon dans les grottes de Trabuc. C'est ça. Et Louise m'a dit, j'ai un livre, mais je ne sais pas trop, s'il vous plaît, si votre comité de lecture va en faire quelque chose, je ne sais pas trop. J'ai dit, mais il faut me l'envoyer, on verra bien. Et effectivement, le comité de lecture était unanime. Et on a publié ce livre. Alors nous sommes le 15 janvier 1919. Berlin vient de connaître plusieurs jours d'insurrection. Une manifestation spartakiste vient d'être réprimée dans le sang. Rosa Luxembourg est arrêtée par les militaires, conduite à l'hôtel Eden, qui est le quartier général de la cavalerie, pour y être interrogée. Voilà pour le cadre. Mais peut-être qu'avant de parler du roman, il faut préciser un certain nombre de choses sur le contexte historique et sur Rosa Luxembourg. Alors, première question, quelle est la situation politique en Allemagne dans les semaines qui suivent l'armistice du 11 novembre 1918 ? En général, les Français ont une espèce de trou, là. On passe directement du Kaiser à Adolf Hitler et on a un peu oublié tout ce qui s'était passé entre les deux. C'est une situation qui est extrêmement troublée, extrêmement compliquée, parce que au moment où la guerre se termine avec l'armistice, l'Allemagne n'a plus de gouvernement stable, le Kaiser a été destitué et il faut trouver un gouvernement qui puisse être un gouvernement de coalition, qui convienne à la fois aux généraux vaincus, qui conviennent au peuple qui est misérable, qui a crevé de faim pendant toutes ces années de guerre et qui n'en peut plus, qui n'a qu'une envie, c'est de retrouver ses pantoufles, et de trouver une solution par rapport à une situation insurrectionnelle qui est liée d'une part à la misère, d'autre part à la révolution de 17 en Russie, avec les retentissements qu'elle a en Allemagne auprès des mouvements révolutionnaires. Donc tout ça fait que et la solution qui est trouvée, c'est que ce sont les sociodémocrates. Les sociodémocrates, c'est le SPD. C'est un parti qui est composé de plusieurs mouvances, qui va des néolibéralistes, on dirait aujourd'hui, aux révolutionnaires du mouvement spartakiste. C'est très très hétéroclite. On Extrêmement... a de la peine à s'imaginer même que puissent cohabiter. Pourtant en France, on a l'habitude de cohabitation hasardeuse, mais on a de la peine à imaginer quand même la diversité de ce parti. Voilà, donc c'est dans cette situation que va intervenir des révoltes. Ça, c'est la véritable histoire, enfin l'histoire avec un grand H, qui est pas forcément tout à fait celle que je raconte, mais sur laquelle je me suis appuyée. Il y a eu des révoltes très importantes de la part des soldats à la fin de la guerre qui se sont mutinés. Et beaucoup de soldats ont rejoint les mouvements révolutionnaires et ont fait ce que l'on appelle des conseils de soldats, puis des conseils ouvriers. Et peu à peu, on est arrivé à une situation qui, au fin de l'année 18 et au début de l'année 1919, arrive à une véritable révolution dans beaucoup de villes d'Allemagne, tout au long des ports de la Baltique, évidemment. Et puis, alors à Munich, il y a une république qui se crée, qui est une république léniniste et qui est très, très communiste. Et d'autre part, sur les mouvements qui se passent dans Berlin en particulier, avec une insurrection qui va se terminer dans un bain de sang.
Alors, pour mieux situer le personnage, est-ce qu'on peut évoquer en quelques mots le parcours de Rosa Luxembourg et où elle en est à ce moment-là, bon, sachant qu'elle a passé quand même la plupart des 4 années de guerre en prison, pratiquement. Hein. Voilà. Rosa Luxembourg, au départ, est polonaise. Alors, avec tout ce que l'on sait sur le partage de la Pologne à toutes ces époques, lorsqu'elle meurt, elle a 44 ans. Et donc, elle est née dans la Pologne qui a ensuite été, pendant qu'elle allait à l'école, qui était tsariste, enfin, qui était sous le régime russe du tsar. Puis, à partir de sa jeunesse, elle a décidé de quitter la Pologne. Elle est partie en Suisse. Et en Suisse, elle a poursuivi ses études, qui étaient des études de sciences politiques, des études d'économie. Elle a rencontré des gens, elle a lu Marx, et elle a rencontré quelqu'un qui a été tout à fait déterminant pour elle, qui était Léo Jogiches, qui était lui aussi, enfin, qui était lituanien, qui était révolutionnaire et qui a joué. Elle en est tombée amoureuse, il en est tombé amoureux, et toute leur vie, ils ont eu à la fois des amours contrariés, tumultueuses, des périodes d'amitié, d'amitié amoureuse, et ça ne s'est jamais démenti. Leur relation a été très puissante jusqu'à la mort de Rosa Luxembourg. Alors sinon, pour pouvoir devenir allemande, elle a contracté un mariage blanc avec un Suisse allemand, et elle l'a quitté puisque c'était un mariage blanc, et elle est venue s'installer en Allemagne, où elle a commencé à militer pour le pacifisme. En fait, la figure de Rosa Luxembourg, on l'a souvent surnommée Rosa la Rouge, montrant par là que c'était une révolutionnaire sanguinaire. En réalité, Rosa Luxembourg était tout d'abord une pacifiste, et elle a passé la plupart de sa vie pendant la guerre en prison, dans différentes forteresses, pour avoir incité les soldats, non pas à la désobéissance, mais en leur disant « vous n'avez pas à désobéir, en fait, sur le fond, vous n'avez qu'à choisir de ne pas obéir au départ ». Voilà. Voilà, donc c'est une personnalité dont l'image a été totalement transformée par l'histoire. Complètement. Ouais. Alors, comment est-ce que vous avez structuré cette histoire qui raconte la dernière nuit de Rosa Luxembourg? Nous sommes le 15 janvier 1919, mais le roman va nous conduire bien au-delà de cette nuit, d'abord avant les années de guerre, et surtout 10 ans plus tard, à l'aube du nazisme, quand Dieter Schlaff, qui est le militaire qui l'a gardé, enfin là, ce n'est pas un personnage historique, vous l'avez fabriqué de vos propres mains, donc 10 ans après, Dieter Schlaff, qui a gardé donc pendant quelques heures, se souvient. Comment est-ce que vous structurez Alors, donc le fond historique est vrai, et puis après j'ai cherché comment structurer l'histoire pour que ce ne soit pas une autobiographie, enfin une biographie de Rosa Luxembourg, mais pour avoir la possibilité, au travers du prisme du roman, de donner un autre point de vue. Alors pour ça, j'ai beaucoup été aidée, faut rendre à César ce qui appartient à César, donc par une pièce de théâtre qui a été écrite par mon compagnon Michel Caron, qui est aussi mon complice à la scène, mon complice artistique. Donc il a écrit cette pièce avec un personnage qui s'appelle Le Gardien, qui n'a pas de nom, et Rosa Luxembourg en face de lui. C'est une pièce qui dure 1h30, et pendant 1h30, ces deux personnages s'apprivoisent petit à petit, et le gardien ne sert dans la pièce de Michel que de faire valoir à Rosa Luxembourg. Alors cette pièce, on a été amenés tous les deux à en faire un spectacle, à la lire, entre autres à Avignon. Et on l'avait proposé à Michel Simoneau, à la Maison de l'Eau, à Allègre-les-Fumades, ça l'intéresse beaucoup, et il nous avait proposé de construire un spectacle avec un musicien, un accordéoniste, Bernard Arriou, autour. Donc c'est toujours d'actualité, c'est toujours pas fait, mais c'est dans les tuyaux.
Donc, après avoir s'être emparée du personnage de Rosa Luxembourg, de l'avoir travaillé au niveau de l'interprétation, du coup, elle m'a beaucoup imprégnée. Et puis, en fait, ce personnage de Rosa Luxembourg qui était en moi regardait ce gardien en face d'elle et elle disait... Mais en fait, sur le fond, c'est qui ce type ? Et dans la pièce de Michel, elle lui pose quelques questions. Elle lui dit, vous habitez à la campagne, etc. Elle s'intéresse à lui. Et lui, en tant que bon militaire, il est muet comme une carpe, il ne dit rien. Ou très peu de choses. Mais il est intrigué par elle. Alors, quand on a eu terminé de faire ces lectures, j'ai demandé à Michel, je lui ai dit, ça t'ennuie si, au fait... je développe le personnage du gardien parce qu'en fait, il m'intéresse autant que le personnage de Rosa Luxembourg. Pour moi, il va être non plus un faire-valoir, mais il va m'amener à creuser à l'aide de ce que l'on appelle en théâtre le si magique, si ça ne s'était pas passé comme ça, si ce soldat n'avait pas été lâche et avait permis à Rosa Luxembourg de s'évader, qu'est-ce qui se serait passé ? Où en serait le monde 10 ans plus tard ? Alors là, on est en 1929. 1929 étant la période de basculement avec à la fois la crise de 29 et puis vraiment à partir de là, en 10 ans, la montée inexorable du nazisme. Voilà, ça a été la base de ça. Ouais, mais vous restez quand même là, vous venez de parler de ce personnage du gardien, vous restez quand même toujours à la limite de l'Uchronie. Hein. Ça ne se développe jamais beaucoup. Il exprime, voilà, on sent que ce sont des pensées fugaces qui sont dans sa tête. Hein. Mais ça ne va pas au-delà. Le gardien, en fait, dans le roman, le gardien, on le voit dans une période de temps qui va de 18h jusqu'à minuit. Pendant tous les ans, le 15 janvier, il est bourré de remords de ne pas avoir fait son devoir parce que ce qu'il vit autour de lui est quelque chose qui lui est devenu insupportable. Et il se dit, si j'avais été moins lâche, moins attaché à la hiérarchie, si j'avais enfin été un héros, j'aurais pu sauver cette femme-là. Et tous les ans, au moment où il est confronté à cette date anniversaire, en fait, il se refait son petit cinéma dans sa tête. Et ce soir-là, c'est très particulier parce qu'en plus, son épouse ne rentre pas et il n'arrête pas de se poser des questions par rapport à sa vie à lui, par rapport à son épouse, et en même temps, lui reviennent les actions qui se sont passées 10 ans plus tôt. Donc un chapitre sur 2, on est dans la tête de Dieter Schaff et il s'exprime même dans certains paragraphes en tant que narrateur, où il explique ce qui l'a conduit peu à peu à changer d'attitude. Il ne faut pas oublier qu'il est toujours soldat palefrenier dans la cavalerie, donc il est toujours soldat. Et seulement cette rencontre improbable avec cette révolutionnaire, ça a modifié sa vie. Rosa Luxembourg donc se confie à Dieter là, tout au long de cette nuit. Alors il y a des réflexions politiques, il y a des retours sur sa vie et sur ses amours. Est-ce qu'elle délivre un testament ou bien elle essaie simplement d'oublier le sort qui l'attend, ou peut-être simplement c'est son humanité qui s'exprime? Je crois que c'est son humanité qui s'exprime. Elle a toujours été dans la générosité, dans le don. Même au moment, et ça c'est pas moi qui le dis, mais ce sont ses lettres de prison, ses lettres à ses amis, qui sont très nombreuses dans la littérature. Elle a toujours été quelqu'un qui, même dans les situations les plus difficiles, remontait le moral aux autres. Et jamais, à aucun moment, elle ne se laisse aller, à s'apitoie sur son sort. Donc là, elle en profite aussi pour se remémorer ce qui a été important pour elle, c'est-à-dire sa vie de femme. En fait, quand on est une icône de la social-démocratie, une icône d'un parti révolutionnaire qui était le parti spartakiste, c'est très difficile en même temps d'être une femme émancipée, ce qu'elle a toujours voulu être. Elle ne s'est jamais mariée en dehors de son mariage blanc. Elle a connu des amours, des amants.
Et à aucun moment, ceci, pour elle, n'a été un problème, mais le regard que les autres ont porté sur elle, c'était pas un regard, disons, de respect. On disait, cette femme, oh là là, non seulement c'est une révolutionnaire, mais elle a une conduite féminine déplorable. Et donc, elle regrette de ne pas avoir eu d'enfant. Enfin, elle a une réelle... C'est vrai, son regret d'enfant, il est dans ses lettres. Et elle aurait peut-être aimé être une femme comme les autres. Comment est dans un roman un personnage historique, avec cet éclairage intérieur que vous lui donnez? Est-ce qu'il y a une partie de pure imagination, ou est-ce que vous lisez entre les lignes de sa biographie ou des textes qu'elle a publiés? J'ai lu toutes ses lettres, que ce soit ses lettres de prison, ses lettres politiques. J'ai lu les propositions qu'elle faisait au gouvernement social-démocrate, et ce qu'elle avait fait avant dans le parti. Donc je crois que maintenant je la connais bien. Michel m'a aussi beaucoup aidé parce que c'est un spécialiste de la période de la Révolution allemande, et il connaît aussi bien Rosa Luxembourg. Donc je crois que j'ai lu au travers de tout ça, en fait, cette femme pour qui dit sur ma tombe, je ne veux rien avoir d'autre que tsit, tsit, qui est le cri des mésanges au printemps. Voilà. Et sur la couverture, d'ailleurs, une photo de Rosa Luxembourg avec une mésange perchée sur l'épaule droite. On la retrouve souvent dans les pages du livre, cette mésange, dans les propos que vous lui prêtez. C'est une image qu'elle a vraiment utilisée et que je trouve très belle. Oui, c'est... En fait... Je crois que c'est peut-être ce qui dit le mieux ce qu'elle est. Ouais. Alors, une dernière question, puisque nous arrivons pratiquement au terme de l'émission. En France, Jaurès est assassiné quelques jours avant la déclaration de guerre. Rosa Luxembourg, en Allemagne, connaît le même sort quelques semaines après l'armistice. À partir de ce reflet, de cette symétrie, est-ce qu'on peut discerner un lien entre les deux personnages? Alors, les deux personnages s'étaient rencontrés. Il y a certainement un lien, mais Rosa Luxembourg était beaucoup plus engagée marxiste que ne l'était Jaurès. Ils avaient tous les deux dans l'idée qu'il fallait mettre la paix dans le monde. Peut-être que c'est la chose qui les rapprochait le plus. Voilà, donc je sais que l'écriture est une drogue chez vous, Louise Caron, qu'il s'agisse de romans ou de théâtre. Alors, j'imagine bien volontiers que nous pouvons d'ores et déjà prendre rendez-vous pour votre prochain ouvrage. Alors, mon prochain ouvrage, il y a un roman qui est en cours depuis un certain temps, qui n'est pas terminé, mais que je compte reprendre. Et puis, bien entendu, il y a des pièces de théâtre dont on pourra, j'espère, parler. Donc, une adaptation de Alexis ou le traité du 20 combats de Marguerite Yourcenar, où je m'attache au personnage féminin qui n'est jamais décrit que par les yeux de l'homme qui la quitte, et pour lequel j'ai écrit un monologue avec l'accord des éditions Gallimard. Voilà. Bien, écoutez, nous attendons avec impatience la sortie, et vous savez que votre place est toujours réservée devant ce micro. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. En tout cas, merci pour votre présence toujours aussi chaleureuse et souriante dans cette émission. Tu as 20 secondes, Gérard, là, pour dire quelque chose sur Complice Édition, parce que Adrien va nous couper le micro. Voilà, nous sortons beaucoup de livres tous les mois. Rosa Luxembourg, on a fêté hier, si on peut appeler ça fêter, les 100 ans de son décès, mais le livre n'a pas 100 ans, il est récent, il vient de sortir, il y a une semaine, donc dépêchez-vous de le prendre, il est dans toutes les librairies. Voilà, c'est un très très bel ouvrage. Tous les auditeurs savent que j'aime beaucoup la prose de Louise, en particulier dans sa façon d'écrire, qui est extrêmement souple, extrêmement fluide, extrêmement agréable à lire. Donc voilà, n'hésitez pas. La voix au chapitre s'éteint pour aujourd'hui. Merci à Marie Innocenti pour Dies Irae, Les larmes de sang. Merci. Paru chez IS Éditions. Merci à Katharina Burki pour son éclairage et ses connaissances. Donc, nous attendons la parution de son prochain livre chez Complice Éditions. Merci à Louise Caron pour Hôtel Eden, la dernière nuit de Rosa Luxembourg. Merci à Adrien pour sa belle technique. Et puis, merci surtout à vous tous, auditeurs fidèles. On se retrouve le mois prochain, même endroit, même heure, pour un nouveau numéro de La Voix au chapitre. Au revoir à tous.